Bien, bonjour à tous. Donc, la séance d'aujourd'hui, ça va consister en des questions que donc, je vais poser à François Nicolas. Donc, les questions vont aborder, on va dire, trois grands ensembles, trois grands thèmes. Le premier, c'est un petit peu quelle est la généalogie de la théorie de Rameau sur la musique. Et qui dit généalogie, bien sûr, on va essayer, enfin, François Nicolas va essayer, bien sûr, de définir en quoi cette théorie ramiste, en quoi elle consiste, quels sont ses traits principaux. Puis nous allons un peu faire un petit focus sur une date un petit peu charnière dans l'œuvre théorique de Rameau, qui est 1750. Donc là aussi, François Nicolas va nous dire pourquoi cette date, justement, est une date un peu charnière, où pas mal de choses vont un petit peu basculer. Et pour finir, nous essaierons de voir cette fois une généalogie descendante, si on peut dire, donc un peu en quoi consiste la postérité de Rameau en matière de théorie musicale. Donc la première question que je souhaitais vous poser, François Nicolas, justement, c'est, bon, Rameau, outre le musicien que l'on sait, était un théoricien de son art. Et il a exercé cette activité de théoricien tout au long de sa vie. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les principales œuvres, en tout cas, dans lesquelles il a exposé sa théorie de la musique? Et également, comment celle-ci s'articule avec son activité de compositeur? Oui, bonjour d'abord et merci de cette invitation. L'activité de Rameau de théoricien, on peut dire que ses écrits théoriques couvrent toute sa vie, mais en vérité, en fait, le noyau véritable de la théorie de Rameau est quand même assez tôt dans son œuvre. Je soutiendrai qu'il y a trois grands écrits théoriques de Rameau qui sont fondateurs, qui sont le traité de l'harmonie de 1722, le nouveau système de musique théorique 1726 et le traité de la génération harmonique de 1737. On peut dire en un certain sens, alors il y a un autre ouvrage qui est assez important, on en parlera peut-être à l'occasion du tournant de 1750, qui s'appelle Démonstration du principe de l'harmonie, mais les trois ouvrages fondateurs de cette théorie sont ceux dont j'ai parlé avant, donc c'est entre 1722 et 1737. Ce qui déjà inscrit ce fait assez particulier de Rameau, c'est que finalement, sa théorie précède, en tous les cas, ses grandes œuvres musicales. C'est une chose quand même assez particulière si on la compare à d'autres compositeurs, théoriciens, mettons Schoenberg, bon, je ne mettrai pas Wagner parce que ce n'est pas vraiment un théoricien, ou Boulez. C'est que donc l'activité théorique, d'une façon, en un certain sens, a un peu précédé ou a permis de constituer l'activité compositionnelle. Alors évidemment, Rameau était déjà compositeur, musicien, mais il était quand même essentiellement organiste ou claveciniste. Et les grandes œuvres qui font surtout passer Rameau à la postérité, ces grands opéras, etc., sont plutôt postérieures, juste après cette œuvre théorique. Alors, ce qui n'est pas exactement dire que l'œuvre théorique théorise la composition, c'est pas exactement ça, on va le voir. Ce ne sont pas des traités de composition ou ce ne sont pas des traités instrumentaux, mais par contre, ce sont des théories de la musique et donc elles le précèdent. Donc ça, c'est rien que ce fait-là, disons, inscrit Rameau dans une figure subjective de musicien et de compositeur particulier. Alors, bon, ça c'est pour les œuvres. Alors, bon, on va le voir après. Ce qui est en même temps particulier justement de Rameau, dans le cadre de la théorie de Rameau, c'est que c'est une théorie de compositeur, non seulement d'un musicien, mais d'un compositeur. On peut soutenir qu'en un certain sens, c'est le premier compositeur à faire une théorie de la musique. On aura peut-être donc l'occasion d'y revenir. Sur le contenu même de cette théorie, bon, je pense que tout le monde le sait, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail ici, mais c'est une théorie d'abord qui est essentiellement harmonique. Donc pour lui, le phénomène constituant la musique, c'est l'harmonie. La mélodie est un phénomène second. Le rythme, il n'en parle quasiment pas, donc... disons classiquement, quand on distingue théorie, la théorie aujourd'hui, on parle harmonie, mélodie et rythme, etc. Lui, il ne parle pas trop du rythme. La dimension instrumentale, orchestrale n'existait pas vraiment, on n'était pas constitué comme telle à l'époque. Elle sera constituée après
disons un peu dans la légende musicienne par l'orchestre de Mannheim. Donc ça, on est après 1750. Hein. En tous les cas, le point qui est important, c'est que pour lui, ce qui est fondateur de la musique, en tant que, justement, disons, espace particulier, on va avoir l'occasion d'y revenir, en particulier différent quand même de la pure acoustique, c'est-à-dire de la simple organisation du sonore, c'est le phénomène harmonique. Et donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est de dire, finalement, cette harmonie est constituée par la résonance naturelle du corps sonore. C'est-à-dire, vous avez un corps qui vibre, et lorsqu'un corps vibre, dans certaines conditions donc de résonance naturelle, il y a un certain nombre d'harmoniques derrière le son apparemment unique qui est engendré. Et ce faisant, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, il s'appuie évidemment sur la découverte des harmoniques qui avait été faite quelque temps avant par Sauveur, qui est donc là une découverte strictement de l'acoustique du côté de Sauveur. Voilà peut-être une réponse rapide, mais... On va revenir sur le contenu même de la théorie de Rameau, mais toujours pour rester sur cette partie, vraiment, cette activité théoricienne qui a précédé son activité de composition, en tout cas de ses opéras. Je souhaitais vous demander ce que vous inspirait la phrase justement que Debussy a écrite à ce sujet, puisqu'il a dit « Il eut peut-être tort d'écrire ses théories avant de composer ses opéras, car ses contemporains y trouvèrent l'occasion de conclure à l'absence de toute émotion de sa musique. » Qu'est-ce que ça vous inspire Oh là, pas grand-chose, parce que là, il faudrait faire de la sociologie de la critique musicale à l'époque. Disons, ça, c'est un peu impensif. Hein. Celui qui est théoricien n'a pas de cœur. Je crois que c'est pas très, très intéressant comme remarque. L'idée que la musique de Rameau est dépourvue d'émotion n'était pas, à ma connaissance, du tout une idée de l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, écoutez ou surtout voyez-les. Enfin, moi, je me souviens de... Je ne suis pas un fanatique absolu de la musique de Rameau. Hein. Peut-être la question viendra-t-elle. Donc, j'ai d'autant plus de plaisir à, en tous les cas, faire remarquer que, par exemple, un de mes chocs musicaux avait été Hippolyte et Aricie. Je me souviens jouer à Aix-en-Provence avec Jesse Norman, c'était absolument remarquable. Et en termes, on va dire, comme on dit couramment, d'émotion. Bon, alors d'émotion, c'est un mot un peu facile, mais donc je ne crois pas du tout qu'à l'époque, on considérait Rameau comme dépourvu d'émotion. Non, je pense que ça, ce sont des polémiques qui sont... comment dire, qui sont des faux arguments. En fait, il y a eu beaucoup de polémiques à propos de Rameau. On va en parler à partir de 1750. Et en particulier venant des encyclopédistes et spécifiquement de Rousseau, on a donc attaqué, on va dire, sa conception de la mélodie comme étant justement une sorte d'efflorescence de l'harmonie et considérant que cette prise de position théorique était quelque chose qui empêcherait une émotion mélodique. Mais je pense que ça, c'est plutôt des querelles théoriques que des querelles musiciennes. Si vous voulez, personne, y compris Rousseau, ne mettait en doute le fait que Rameau était le plus grand compositeur, en tous les cas français de l'époque. Bon, n'oublions pas qu'au même moment, il est quand même contemporain de Jean-Sébastien Bach. Hein, donc, c'est pas n'importe quelle époque. Mais voilà, et donc l'argument, sa musique est sèche parce que c'est un théoricien, ça, à mon avis, c'est vraiment c'est des arguments de séance ou de prétoire, mais ce n'est pas des arguments à prendre au sérieux, y compris par les gens qui l'exprimaient à l'époque. Par contre, c'est plus intéressant de voir pourquoi il y avait une hostilité, soit à la théorie de Rameau, soit à la posture théorique de Rameau, mais à mon avis pour de toute autre condition que celle-là. D'accord. Justement, cette théorie de Rameau, ce n'est pas la première théorie de la musique, bien sûr. D'autres l'ont précédée. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes et nous dire surtout quels sont les auteurs dont Rameau se dit explicitement redevable? Est-ce que c'est le cas d'Aristoxène, de Zarlino, d'autres? Alors, en matière de théorie de la musique, non, Rameau se considère redevable de personne. En matière de théorie de la musique, stricto sensu. Première délimitation, il faut bien comprendre que théorie de la musique, ça s'entend en beaucoup, beaucoup de sens. C'est-à-dire que ça peut être une théorie mathématique de la musique. Mettons quelque chose qui serait une école pythagoricienne, qui ferait une théorie mathématique de la musique, là cette fois d'ailleurs au sens arithmétique, théorie arithmétique de la musique. Il y a des théories philosophiques de la musique. On va avoir...
peut-être l'occasion de parler de Descartes. Il ne fait pas exactement une théorie philosophique de la musique, mais enfin, en tous les cas, la musique joue un rôle important dans sa théorie philosophique, et donc il y a quand même quelque chose en linéament, enfin quelque chose comme une possible théorie philosophique de la musique chez Descartes. Il y a bien sûr des théories acoustiques de la musique, ou des théories physiques, il y a des théories psychologiques de la musique, il y a des théories même maintenant pour certains, mais avec tous les guillemets qui s'imposent, des théories psychanalytiques de la musique. Des théories sociologiques, des théories économiques, etc. Bon. Donc il faut bien comprendre que théoriser la musique n'est pas l'affaire stricto sensu des musiciens. En général, d'ailleurs, les musiciens ont très peu une théorie de la musique. Pour une raison simple à comprendre, c'est que les musiciens la pratiquent, ils la font. C'est un peu comme une théorie de l'amour, si vous me permettez cette comparaison. On sait bien que pendant tout un temps, le clergé a été le spécialiste de la théorie de l'amour, alors qu'en matière de faire, il n'était pas forcément, en tous les cas, il se présentait comme complètement exogène à ça. Mais il se trouve que certains musiciens se sont engagés dans une théorie de la musique, et on peut parler de théorie musicienne de la musique dans ce cas-là, non pas tant parce qu'elle est faite par un musicien, parce que somme toute un musicien peut à certains moments donnés intervenir comme mathématicien, il n'y a pas de raison, mais lorsque la musique est théorisée de l'intérieur même de la musique. Bon, alors on va avoir l'occasion d'en parler, mais il est clair qu'une théorie musicienne de la musique ainsi entendue, c'est-à-dire une théorie de la musique faite de l'intérieur subjectivement pour la musique, n'est pas exactement la même chose, même par exemple qu'une théorie musicologique de la musique, pour en donner un autre exemple. Donc, alors ça c'était donc la première chose que je peux dire. Alors si on veut des noms, on va dire la première, donc les théories mathématiques de la musique, bon, il y a l'école de, grossièrement dit, l'école de Pythagore, enfin avec, qui sont plutôt des théories arithmétiques de la musique. Où d'ailleurs le phénomène musical est très peu pris en compte dans sa spécificité, dans son autonomie. Il y a eu la première théorie, on peut dire musicienne de la musique, qui est celle d'Aristoxène de Tarente, qui est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que je dis musicienne non pas tant parce que Aristoxène était musicien, ce qui par ailleurs était, mais parce qu'il légitime qu'il théorise la musique en musicien. Et ceci a des effets très précis dans sa manière de théoriser. Pour vous en donner l'intuition, il dit... un musicien, il va théoriser la musique de manière empirique, en partant des sensations qu'il connaît, de ses connaissances de la musique. Il va les mobiliser. Il va essayer de théoriser la connaissance de la musique qu'il a en intériorité, par sa pratique. Alors que, disons, une théorie pythagoricienne va vous dire que l'être est fait des nombres naturels, et que la musique étant une partie de l'être, elle doit être soumise à la théorie arithmétique, et il va avoir une conception de la musique comme subalterne à l'arithmétique. Bon, vous voyez. Alors Zarlino est dans la même tradition que Aristoxène de Tarente, de ce point de vue-là. Et Rameau va donc lui-même produire une théorie musicienne de la musique. En ce sens-là, il n'est pas nouveau, mais en faisant rupture avec ses prédécesseurs dans le cadre des théories musiciennes de la musique, c'est-à-dire aussi bien Aristoxène de Tarente que Zarlino, cette fois en essayant d'avoir une théorie non empirique, explicitement non empirique et principielle. Et par ailleurs, évidemment, sa théorie musicienne ne va pas être du tout conçue comme une théorie mathématique de la musique. Et c'est très intéressant parce qu'à la même époque, son contemporain exact, Euler, le grand mathématicien, qui est le plus grand mathématicien du XVIIIe, produit une théorie mathématique de la musique. Euler, on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler. Donc voilà, en gros, Rameau s'inscrit dans une généalogie de théories musiciennes de la musique qui existe avant lui, qui se distingue des autres types de théories, mais pas simplement il prétend, mais il a l'ambition réelle, effectivement, d'aborder en musicien une théorie de la musique de manière non empirique et de manière principielle. Et c'est à ce titre-là qu'il va se référer à la philosophie de Descartes. Si on fait un petit focus cette fois sur les sciences à proprement parler, à l'époque de Rameau, donc bien sûr Rameau était au courant des travaux scientifiques à son époque. Il a même correspondu avec certains grands savants éminents, notamment Euler, on y reviendra. Et donc il a nourri sa réflexion de théoricien d'écrits à teneur scientifique. Notamment, je crois que vous pourriez peut-être en dire un mot, des travaux du fondateur de l'acoustique, Joseph Sauveur, qui était quand même un personnage un peu singulier. Dites-nous pourquoi, François Nicolas.
Oui, alors, bon, donc, le titre de cette conférence n'est pas de moi, donc je vous l'indique parce que c'est Rameau et la science. Moi, j'aime pas trop parler de la science, moi j'aime bien employer le pluriel plutôt. Et après, est-il le Newton de la musique ou une chose comme ça? On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais je pense que le Newton de la musique, ce serait plutôt Sauveur, justement. Pourquoi? Parce que c'est Sauveur qui est, en gros, le fondateur de l'acoustique musicale moderne. Et pour quelle raison? Parce que c'est Sauveur le premier qui met en évidence le phénomène des harmoniques. Alors la chose à la fois cocasse, mais finalement intellectuellement très, très intéressante, c'est que Sauveur était sourd. On dit même qu'il était muet. Je crois que muet, c'est plutôt une légende. En tous les cas, sourd, c'est sûr. Et donc, il illustrait les harmoniques par des phénomènes de battement sur les cordes. Il travaillait sur les cordes. Je vous signale, c'est une chose maintenant qui se fait encore couramment à propos d'un travail d'ailleurs sur lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'IRCAM, qui est un peu un des laboratoires d'acoustique moderne à propos de la vibration, les modes de vibration des plaques ou des choses comme ça, des membranes. Et vous en trouvez sur Internet assez facilement. Vous savez, vous mettez un peu de sable ou de la poussière et puis vous voyez un peu selon les formes que prennent les membranes et vous voyez sans avoir besoin d'entendre ce que c'est que les modes. Eh ben, il faisait un peu d'une façon l'équivalent Sauveur avec une corde pour voir les renflements. Et donc, c'est lui qui a fait découvrir les harmoniques que ne connaissait pas Descartes, qui était un siècle précédemment. Alors, voilà, à partir de ce phénomène a été très important, évidemment, pour Rameau, puisque c'est à partir de lui qu'il a pu mettre en évidence, justement, le principe de résonance des corps sonores, c'est-à-dire, vous avez une fondamentale, mais vous avez un certain nombre d'harmoniques qui vibrent en même temps. Et donc avec l'idée que l'harmonie musicale, c'est l'harmonie qui va justement tirer parti de ce phénomène acoustique mis en évidence par Sauveur. Alors l'histoire de ces harmoniques de Sauveur, après, va se retrouver avec Helmholtz au début du 19e siècle, et puis après, évidemment, va prendre une importance particulière avec les travaux de Charles Fourier, toutes les séries de Fourier, etc., qui continuent d'être une chose très importante, c'est-à-dire la capacité de décomposer tout phénomène périodique en une somme d'harmoniques d'une fondamentale. Mais voilà, donc il s'appuyait sur les travaux de Sauveur. Ceci dit, alors, si vous voulez, sur les rapports de Rameau avec les sciences, je serais quand même mesuré. J'ai une grande admiration pour Rameau, mais il ne faut pas non plus lui prêter trop. Si on a l'occasion de parler de la correspondance, qui est d'ailleurs très simple avec Euler, parce qu'on a une lettre de Euler et la réponse de Rameau, simplement. Visiblement, Rameau n'a rien compris, je crois. Lui, de toute façon, alors Rameau, par exemple, fait des déclarations ubi et torbi sur l'importance des mathématiques. Pour lui, les mathématiques ont été capitales, etc. Bon, déclaration absolument excellente en tout point, que je ratifie. Ceci dit, quand on essaye de voir le rapport qu'il avait aux mathématiques, franchement, je crois que ça n'allait pas tellement plus loin que le chiffre, le nombre qui suit 5, c'est le nombre 6. Enfin, c'est peut-être à peu près de cet ordre-là. Donc je crois qu'en vérité, quand il faisait cette déclaration d'amour pour les mathématiques, elle était en fait empruntée à Descartes. Elle passait via Descartes. C'était quasiment une déclaration philosophique, ou on dirait aujourd'hui idéologique. C'est-à-dire reprenant la philosophie de Descartes et l'importance que Descartes a accordée aux mathématiques, il l'épousait. Mais je ne crois pas qu'il avait un rapport vivant aux mathématiques de son temps. Les autres sciences, je ne crois pas non plus qu'il y en avait un. Je vous donnerai peut-être, j'ai trouvé une petite citation où il s'amuse, Rameau, à critiquer Newton. Mais finalement, quand il critique Newton, c'est parce que, en gros, Newton n'a pas fait à propos des couleurs ce que lui a fait à propos de la résonance du corps sonore. Donc c'est quand même un mauvais procès faire à Newton, et c'est un peu réducteur sur l'œuvre physique de Newton. Enfin, voilà, tout simplement pour dire que je ne crois pas que Rameau avait un rapport vraiment intrinsèque, subjectif avec les autres sciences de son temps, si ce n'est avec la découverte de Sauveur. D'accord. Justement, Euler, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais on va y revenir. Donc Euler, éminent savant, pour certains le plus grand mathématicien du XVIIIe siècle. Donc Euler a écrit sur la musique, vous l'avez dit également tout à l'heure, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Le Tentamen. Alors,
il y a des auteurs qui considèrent que le traité de Rameau, donc, qui est de 1722, le Tentamen étant lui de 1737, je crois. Oui, entre 33 et 39. Je crois qu'il a été écrit en 33 et publié en 39. Voilà. Certains auteurs disent donc que Euler se serait inspiré, en tout cas aurait emprunté au traité. Donc je voulais vous demander si d'après vous, on peut dire que c'est juste. Ou si, à l'inverse, mais je crois que vous avez un petit peu répondu, Rameau, dans ses écrits théoriques postérieurs, se serait inspiré du Tentamen. Oui. Alors, non, ce qui est sûr, c'est que Rameau ne s'est pas inspiré du Tentamen, pour une raison précise qui va s'éclairer de ma seconde réponse. Je crois que Euler devait connaître les écrits de Rameau, mais quand on lit le Tentamen, ce n'est pas non plus une caractéristique déterminante. Pour quelle raison? Parce que Euler a un projet tout à fait singulier qui, lui, n'est pas directement ramiste, en tous les cas, qui n'est pas ramiste, qui est éventuellement ramiste d'après 1750, mais qui n'est pas d'avant, qui est d'essayer de formaliser mathématiquement le plaisir musical. Alors ça, c'est une tentative qui est assez cocasse et qui est intéressante à présenter très rapidement, qui en plus est paradoxale de la part d'un mathématicien, mais je vais vous expliquer comment on peut comprendre pourquoi ça intéressait Euler. Euler, donc, à la fois, il invente un graphe avec l'enchaînement des quintes et des tierces, etc. Bon, ça, c'est des choses... il est le premier à le formaliser de cette manière-là, de le formaliser géométriquement. Et puis surtout, il se pose la question, est-ce qu'on peut formaliser mathématiquement, c'est-à-dire avoir au sens propre, produire une formule mathématique donnant une hiérarchie de ce qu'il appelle la suavité musicale, c'est-à-dire le plaisir que prennent les musiciens instruits aux différents accords. Alors c'est un projet assez étrange d'essayer de classer par un ordre arithmétique, en l'occurrence. Dès qu'il y a un ordre, on tombe sur l'ordre arithmétique, hein, évidemment. De classer tous les accords possibles en essayant par une formule, de leur donner un numéro d'ordre. Voilà. Alors, la tentative d'Euler est absolument passionnante parce qu'en fait, pour ce faire, il doit distinguer trois niveaux qui sont encore finalement au principe de la pensée théorique aujourd'hui de la musique, c'est-à-dire un premier niveau acoustique, un premier niveau de la physique, on va dire. Il va distinguer la nature, on va dire consonante ou pas consonante du spectre, en gros. Donc vous prenez les harmoniques et vous voyez par une formule de quelle manière, par finalement tout simplement un PPCM, enfin bon, comment vous pouvez réduire cette structure purement acoustique d'un accord. Ensuite, il va passer à un autre niveau, il va se demander comment la perception apprécie cet accord, cette structure purement acoustique. Il va transformer sa formule pour donc s'intéresser non plus simplement à l'état brut, enfin acoustique, mais comment l'appareil auditif le saisit. Et chose aussi tout à fait remarquable, au lieu de s'en tenir là, comme le font souvent des psychoacousticiens en croyant que la musique serait une affaire de perception au sens ordinaire du terme, pas du tout. Il considère que le musicien est celui qui va porter un jugement proprement musical sur ses qualités perceptives. Et donc, il va mettre un troisième niveau qui va être celui du degré de suavité. Alors, si on avait 5-10 minutes, je pourrais vous l'écrire au tableau, c'est pas archi compliqué, mais enfin, on n'a pas le temps. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que donc Euler a bien conscience que la musique, c'est pas l'acoustique, donc le musical, c'est pas le sonore, que la musique, c'est pas le perceptif, donc le musical, c'est pas le perceptif. Bien sûr, le musical a besoin du sonore, a besoin du perceptif, mais c'est comme, si vous voulez, dans des figures plus contemporaines de rationalité, des figures d'émergence, il y a une base qui est sonore, avec une structuration sonore. Là-dessus, la perception en fait une nouvelle structuration, et la musique fait une troisième structuration. Voilà, alors ce genre d'opération de Euler, il est un peu passé à la postérité pour ça, parce qu'il est le seul à l'avoir fait, et en particulier le seul mathématicien. Ce n'est pas vraiment une problématique de Rameau, qui ne se pose pas la question de savoir, j'en sais rien moi, comment une septième de dominante et puis un accord mineur en 6-4, est-ce que
comment je les classe. Enfin, un musicien ne se pose pas ce genre de questions. Alors pourquoi Euler se la pose comme mathématicien? C'est pour une raison qui a été très bien clarifiée par Christian Houzel, qui est un mathématicien contemporain, mais aussi quelqu'un féru d'histoire des mathématiques. Il dit que c'est Euler qui a inventé la formalisation mathématique, c'est-à-dire la capacité de la mathématique de formaliser le réel, de formaliser les êtres. Je vous rappelle que ça, c'est une chose qui vient du siècle précédent, du XVIIe, puisqu'elle vient de Galilée en vérité. C'est-à-dire à partir de Galilée, il faut bien voir que ce qui s'appelle science, c'est plus du tout la figure aristotélicienne. Pour Aristote, science, c'est une figure de savoir organisé, transmissible. Pour Galilée, ça suffit pas pour parler de science. On va se mettre à parler de science de ce qui est mathématisable. Or, ce n'est pas parce que vous avez une figure organisée des savoirs que pour autant c'est mathématisable. Vous allez dire au sens aristotélicien que la cuisine est une science, oui d'accord, mais enfin, pour le moment, la cuisine n'est pas mathématisée. Donc la cuisine n'est pas une science au sens moderne du terme, c'est-à-dire au sens galiléen. Et Descartes est contemporain de ça. Alors ça, c'est une proposition, on va dire, galiléenne, mais le premier mathématicien à vraiment s'en emparer en tant que tel, c'est Euler, et d'une façon... il exerce cette nouvelle puissance des mathématiques comme puissance formalisatrice, il l'exerce sur ce qui est au plus loin de la réalité mathématique immédiate, qui est la suavité musicale. Voilà. Et donc, d'une façon, il fait la preuve d'autant plus grande de la puissance formalisatrice de la musique que pour lui, elle est capable de formaliser le plaisir musical. Alors, quant à la qualité, on va dire, de la formalisation musicale, ça, on peut en discuter. Il y a pas mal de critiques à faire. Mais enfin, le geste est par contre très, très intéressant. Mais là, vous voyez, on est quand même très, très, très loin de Rameau. Et donc, on comprend aussi très bien que Rameau, pour peu qu'il ait eu le tentamen dans les mains, mais c'est absolument pas sûr, ça a dû lui tomber des mains, le petit père. Donc, une autre grande figure, vous l'avez également évoquée, scientifique entre autres, mais qui n'est pas contemporaine, celle-là, c'est Descartes. Difficile de faire l'impasse sur Descartes. Donc Descartes a écrit sur la musique, il a écrit un abrégé de musique, Compendium Musicae, en 1618. Alors, vous dites qu'en fait, Descartes, il a peut-être moins influencé, alors là, je parle sous votre contrôle, il a peut-être moins influencé Rameau, la théorie de Rameau, par son contenu, mais plutôt on va dire par une méthode, plus par une méthode. Et justement, j'ai été frappé aussi en relisant ce que vous disiez dans un cours que vous aviez donné à l'ENS en 2004. Vous disiez que Rameau, en fait, il prend appui sur la philosophie de Descartes et pas seulement sur la théorie cartésienne de la musique. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu... Oui. Non seulement, pas seulement, mais pas du tout sur la théorie cartésienne de la musique. Enfin, il n'y a pas d'ailleurs à dire vrai, je ne crois pas qu'il y ait on ne peut pas dire exactement qu'il y a une théorie cartésienne de la musique. Bon, alors là, il faut un peu raconter une autre histoire. On passe son temps à raconter des histoires, l'histoire de Sauveur, l'histoire de Euler, et racontons quand même celle là, rapidement de Descartes de ce point de vue-là, parce qu'elle est quand même passionnante. Il est rarement souligné ou relevé que la détermination philosophique de Descartes provient de la musique, en vérité. Et donc l'histoire, c'est qu'il se retrouve en 1618 aux Pays-Bas, je ne sais plus, Brega, je crois, ou Berga, enfin je ne sais plus, dans une ville. Et l'anecdote est quand même assez savoureuse quand on la compare à notre époque aujourd'hui. Il se promène dans la ville, évidemment, il ne parle pas la langue. La seule chose qu'il parle comme langue internationale à l'époque, c'est le latin, l'équivalent de notre anglais. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une affiche, et sur cette affiche, en latin, il y avait un problème mathématique qui était posé sur justement la musique. Alors, vous voyez, la situation est invraisemblable. C'est-à-dire, imaginez qu'il y ait une question contemporaine sur la théorie de la musique. Vous l'auriez placardé sur les rues de Paris des affiches en anglais pour dire « prix à celui qui arrivera à la résoudre ». Enfin, c'est des situations qu'on ne peut même plus imaginer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, Descartes, René s'arrête, etc. Et il rencontre à ce moment-là Isaac Beckham, qui est un autre passant, qui se trouve être aussi un intellectuel de haute volée. Ils se mettent à discuter, j'imagine, en latin, et de l'intérêt du problème. Descartes part dans sa chambre, donne rendez-vous à Isaac Beckham le lendemain, et le lendemain, Descartes a résolu le problème. Et à partir de là, il écrit très rapidement, il a, je ne sais plus, 20 ans peut-être, Descartes, enfin...
vous voyez les loisirs Erasmus de l'époque, il écrit son compendium, son abrégé de musique. Voilà. Et en fait, alors, en gros, de quoi il s'agit dans ce compendium, enfin dans la partie tranchante qui moi, m'intéresse plus. Descartes est confronté à cette question. Disons traditionnellement, depuis Pythagore, mais aussi avec toute la scolastique qui va derrière, l'idée c'est que la musique est subalterne de l'arithmétique, c'est-à-dire que la musique obéit à l'arithmétique. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le début de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin porte précisément sur ce point-là, parce qu'il conseille aux théologiens d'obéir à l'autorité ecclésiale, comme, dit-il, pour donner comme modèle d'obéissance, il dit comme la musique obéit à l'arithmétique. Drôle de modèle. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Or, Descartes constate, on est au début du XVIIe, que la musique n'obéit plus à l'arithmétique. Pourquoi? Parce que si la musique obéit à l'arithmétique, les consonances doivent suivre l'ordre des nombres entiers naturels. Alors, le nombre 1, c'est l'unisson. Le nombre 2, c'est l'octave. Après le nombre 3, c'est la quinte. Le nombre 4, c'est la quarte. Et le nombre 5, c'est la tierce. Puis après, ça continue. Donc, normalement, pour les musiciens, bon, l'ordre des consonances, l'unisson, évidemment, c'est très consonant. Puis après, l'octave, la quinte, la quarte et la tierce. Alors, pendant très longtemps, ça marchait comme ça parce que, effectivement, la quarte était une consonance très utilisée dans la musique. En gros, pendant je parle dans la musique européenne, hein, 10e, 11e, 12e siècle. Et à partir du 13e ou du 14e, enfin bon, là je ne vais pas vous... Bon, disons le 14e, la tierce est devenue une consonance qui a pris le pas sur la quarte. Et au 16e, ça s'est complètement affirmé. Et évidemment, au 17e, c'est complètement abouti, puisque la tierce est à la base du système tonal qui précisément émerge au 17e. Bon, dans le système tonal, tout le monde connaît un do-mi-sol, on a deux tierces, c'est un jeu de tierces dans le... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que historiquement, la musique a pris son autonomie minimale par le fait qu'elle a fait passer une consonance qui était d'ordre 5 sur la consonance d'ordre 4. Parce qu'au contraire, la quarte est devenue à ce moment-là dissonante. Il faut la résoudre. C'est les accords de six et quarte. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait des études harmoniques, un problème classique d'harmonie. Donc, la musique, maintenant, n'obéit plus à l'arithmétique. Alors, ça, visiblement, pour Descartes, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un monde, d'une façon, où les pensées ne sont plus unifiées, d'une façon? C'est-à-dire, quel est le principe de consistance? Est-ce qu'il y a un principe immanent à la musique qui peut rendre compte de ça? Première question. Alors, c'est là-dessus que Descartes se lance, pour essayer de rendre compte pourquoi, pour les musiciens, la tierce peut être plus consonante que la quarte. Pour faire ça, il travaille sur le monocorde. Vous savez, le monocorde, c'est une corde que vous attachez au debout, puis vous mettez un partage, et puis vous voyez ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Alors, il va faire les études là-dessus, et il va rendre compte donc de la rationalité musicale. Il y a bien une raison musicale, mais la raison musicale n'est plus la raison arithmétique. Donc, il faut, et là, on comprend comment philosophiquement des questions philosophiques émergent pour René Descartes. Donc, la raison n'est pas unifiée. Il n'y a pas une raison... la raison mathématique n'est pas celle qui rend compte de la totalité des raisons, puisque les raisons sont relativement autonomes par rapport à ça. Alors, la question, évidemment, à ce moment-là, devient la question philosophique. Quel est le sujet de cette époque-là, enfin, d'une telle figure de la rationalité, pluralité, alors même que, comme le dira Lacan après, il va constituer l'époque du sujet de la science, c'est-à-dire quand même quelque chose où, d'une façon, il y a une sorte de primauté de la raison mathématique, en tous les cas, sur toutes les sciences. Bon. Et donc, vous voyez, Descartes, par la musique, est confronté à la question comment peut-on, dans les conditions du XVIIe siècle, philosophiquement, ça c'est typiquement une question philosophique, c'est pas une question mathématique, c'est pas une question musicale, comment peut-on penser, rendre possible une certaine conception de la rationalité humaine qui rende compte de l'existence simultanée de rationalités relativement autonomes? Première question que lui apporte la musique. Deuxième question qu'apporte la musique à Descartes, sur laquelle il termine son compendium comme une question sans la traiter, qui est, mais bon d'accord, ça c'est bien que joli la musique, mais la musique c'est aussi quelque chose qui éveille des passions, des affects. Alors quel est le rapport entre, on va dire, cette figure de rationalité, telle qu'on en peut en parler ça, et puis la figure de la passion? Est-ce qu'il y a une...
Alors, il en reste là, Descartes, et à partir de là, il part dans sa philosophie. On va retrouver à la fin, vous savez peut-être que le dernier traité philosophique de Descartes, c'est Les Passions de l'âme, où il va faire lui-même sa propre théorie des passions, en ayant, comme vous le savez peut-être, 6 passions génératrices, alors que Spinoza, qui a déjà fait l'éthique, en a besoin que de 3, parce que pour Descartes, il y a le corps et l'âme. Alors là aussi, chose très intéressante, Descartes à ce moment-là a un principe de dualité de corps et âme, mais qui en un certain sens, on peut, je crois sans trop forcer les choses, penser que ça lui a été inspiré aussi par le monocorde, parce que dans le monocorde, quand il va le partager en deux, il va dire en gros, il y a une partie principale et une partie secondaire. Simplement la partie principale, il va l'appeler métaphoriquement la lumière, pardon, et la partie secondaire, la lumière. Et il va montrer que la carte est du côté de... Et on peut là aussi quand même voir en germe ce qui va être évidemment un principe philosophique capital pour Descartes, qui est la question du doute, la figure de l'ombre. C'est-à-dire il ne peut y avoir de lumière qu'une lumière qui a aussi su endosser sa part d'ombre. Et là, on tombe sur la philosophie de Descartes. Donc, ceci pour vous indiquer qu'on peut penser que la musique a été, d'une façon, une espèce de stimulant pour éveiller l'esprit philosophique de Descartes en lui indiquant un certain nombre de problèmes de son temps qu'il a, après, tant à aborder par les régulés, par le discours de la méthode, etc. Alors, c'est les régulés, le discours de la méthode, etc., qui ont intéressé Rameau, et pas le compendium avec les détails que... Rameau se fiche complètement de savoir est-ce que la mathématique, enfin l'ordre des consonances musicales suit l'ordre arithmétique. C'est pas du tout le problème de Rameau, donc ça l'intéresse pas. Mais par contre, ce que Descartes va produire comme finalement règle de la méthode, c'est-à-dire justement partir de principes, partir du simple pour aller jusqu'au compliqué, fonder les choses et non pas partir de l'expérience, etc. C'est ça que Rameau va retenir pour sa propre théorie. Et donc il va dire que sa théorie musicienne de la musique est inspirée ou se fait à l'ombre, j'aime bien cette expression, à l'ombre de la philosophie de Descartes, parce qu'elle-même ne va récuser, on va dire, les faits de l'expérience, etc., va essayer de savoir quels sont les principes fermement établis, comment on peut partir de principes simples pour générer du complexe, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'il va épouser de Descartes, et encore une fois, pas les développements musicaux de Descartes, qui sont d'ailleurs très, très mineurs, enfin, et musicalement, qui ne sont pas très intéressants. C'est assez normal, hein. Descartes, il vient après, je veux dire, c'est à l'époque de Monteverdi, on se pose bien d'autres questions à l'époque de Monteverdi que de savoir pourquoi la tierce l'a emporté sur la carte. Le musicien, il s'en fiche. Maintenant, la tierce, voilà. Très bien. Rameau, c'était quelqu'un aussi qui était extrêmement intransigeant dans la défense de sa théorie. Et il a polémiqué parfois très durement avec ses interlocuteurs. Donc il y a eu Rousseau, bien sûr, sur le rapport mélodie-harmonie, musique française, musique italienne, d'Alembert aussi, et puis généralement avec des encyclopédistes. Et donc ces polémiques, elles se développent beaucoup, ces controverses, elles se développent beaucoup à partir de cette année charnière, justement, qu'on a déjà évoquée, qui est 1750. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette date et donc de ces polémiques qui vont enfler ? Oui, alors bon, encore une autre histoire. C'est ça d'ailleurs qui est passionnant dans le cas de Rameau, c'est qu'on croise plein d'histoires. Non, ce qui se passe en gros, c'est que là, c'est pas j'allais dire, c'est pas la faute de Rameau, c'est qu'il y a les encyclopédistes. Il y a le projet encyclopédiste qui germe, qui naît, et Rameau va pas y trouver sa place. Voilà. Alors, c'est pas, à mon avis, essentiellement, enfin, on peut le prendre comme une question de personne, mais ça, c'est le prendre par le petit bout de la lorgnette, parce qu'il y a des enjeux intellectuels derrière ça. C'est beaucoup plus intéressant de les prendre par ce biais-là. Il n'a pas été vexé quand même dans son amour-propre de ne pas avoir été... Peut-être, mais là, la psychologie de Jean-Baptiste, franchement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a un contenu de pensée en cette affaire-là. Il y en a un, à mon avis. Qu'est-ce qui va se passer, si vous voulez ? C'est que... Alors, les encyclopédistes, on peut les prendre comme les philosophes de l'époque. Mais les philosophes ont un certain sens qui est plutôt, comme on dirait aujourd'hui, les intellectuels, plutôt que les philosophes proprement dit. Parce que si vous prenez le trio des encyclopédistes à qui va avoir affaire Rameau, c'est d'Alembert, Diderot et Rousseau. Bon, d'Alembert n'est pas un philosophe, c'est un mathématicien. Diderot est quelqu'un qui est plutôt un écrivain, on va voir en quel sens. Et puis Rousseau,
un philosophe, mais dont on peut dire, pour reprendre la caractérisation d'Alain Badiou, que c'est plutôt un anti-philosophe qu'un philosophe à proprement parler. Cette génération des anti-philosophes, Pascal, lui, Nietzsche, Kierkegaard, Wittgenstein et Lacan même pour Badiou. Donc c'est pas à proprement parler des philosophes avec un système constitué. Il n'a pas affaire à des philosophes comme Descartes justement. Il n'a pas le Descartes, il n'a pas en face de lui le Descartes du XVIIIe siècle. Mais par contre, il a affaire à des intellectuels. Voilà, bon. Et alors, ce qui va se passer, c'est que lui, Rameau, est porteur de ce que moi j'aime appeler une intellectualité musicale, c'est-à-dire une capacité des musiciens de réfléchir sur leur art. Pas simplement d'être des praticiens un peu besogneux. Ça, c'est le point de vue de Rousseau. Hein. Le point de vue de Rousseau, c'est que le musicien, il est bon en musique, mais dès qu'il se met à parler, c'est un abruti. Le jugement n'est pas entièrement faux, hein, parce que souvent, ce que dit un musicien de son art est vraiment pas très... c'est du... je sais pas quoi, c'est vous ouvrez Télérama, quoi. Enfin bon, donc... mais Rameau, lui, considère il n'est pas enfermé là-dedans, et sa théorie en fait preuve. Et surtout, il va développer d'autres composantes de ce que j'appelle l'intellectualité musicale, c'est-à-dire la capacité du musicien de verbaliser son art, de réfléchir son art. On peut le dire autrement en disant le musicien pensif, pas simplement le musicien artisan. Voilà. Bah, le musicien artisan, c'est Jean-Sébastien Bach, hein, grand parmi les grands. Mais quand vous demandez à Bach qu'est-ce qu'il a à dire sur la musique, Ad Majorem Dei Gloriam, point barre, la plus grande gloire de Dieu. Bon, d'accord, ok, mais enfin, une fois que vous avez dit ça... bon, voilà, donc Bach est un musicien artisan. Rameau est un musicien pensif. Alors ça se donne dans la théorie, mais aussi dans une seconde composante où cet épisode des encyclopédistes va être cardinal, qui est la dimension critique, qui va être liée à la querelle des bouffons en 1752, c'est-à-dire la capacité du musicien de discuter des œuvres, de mettre en rapport les œuvres musicales, de critiquer les œuvres au bon sens du terme, d'évaluer les œuvres. Et puis la troisième composante qui va être ce qu'on peut appeler l'esthétique du musicien, c'est-à-dire la capacité de penser comment la musique a rapport avec le reste de l'univers. Pas simplement de parler de musique, mais finalement, comment la musique peut intéresser un architecte, un mathématicien, les mathématiques, etc. Et donc, Rameau va être, alors ça c'est dans ma propre formulation, l'inventeur de l'intellectualité musicale, c'est-à-dire d'être cette nouvelle posture de musiciens qui deviennent pensifs et qui deviennent capables d'articuler une position théorique, une position critique et une position esthétique. Il n'y en avait pas eu avant Rameau. Il y en aura après, mais elles ne sont pas archi nombreuses. Pour vous donner des noms, Schumann, Berlioz, Wagner, Schumann mais pas Chopin, Wagner mais pas Brahms, Schoenberg mais pas Debussy, Boulez et des gens comme ça. Voilà. Alors, donc Rameau est porteur de ça. Voilà. Et quand il voit évidemment le projet de l'encyclopédiste, donc disons les intellectuels, lui, il estime avoir toute sa place dans ce projet-là. Et on ne le retient pas, on retient Rousseau. Alors Rousseau, en plus, c'est quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un qui a eu déjà affaire avec Rameau, parce que Rousseau avait fait un projet de réorganisation. Alors moi, j'admire Rousseau, hein, donc là, je vais, par contre, sur le plan musical, Rousseau, il est plus critiquable. Il avait fait un projet de réformer le solfège de la musique et d'écrire la musique avec des chiffres. C'était un projet un peu fou, d'ailleurs. Et il avait été le présenter quand il était jeune à Rameau, qui aussitôt lui avait dit c'est bien joli, mon petit gars, mais de toute façon, avec ça, personne ne peut déchiffrer, donc ça ne va jamais marcher. Et Rousseau, qui a la grande vertu d'être honnête, avait dit oui, d'un seul coup, tout mon système s'était effondré. Bon, on peut s'étonner un peu que Rousseau n'ait même pas pensé qu'écrire la musique, c'est aussi destiné à pouvoir être déchiffré. C'est-à-dire, vous mettez ça sur votre pupitre et puis vous savez le faire. Mais enfin, c'est pour dire, voilà, Rameau avait une notoriété beaucoup plus grande que Rousseau, et donc Rameau a été meurtri à la fois dans son amour-propre, mais je pense en vérité dans sa conception de l'intellectualité, et il n'a pas été retenu par les encyclopédistes. Et alors, s'il ne l'a pas été, c'est quand même pas par hasard, justement. C'est parce qu'il est quand même vrai que les encyclopédistes partageaient, on va dire, un mépris de la capacité des musiciens de dépasser le niveau de l'artisan. Ça, je crois que c'est sous la plume de Rousseau, c'est absolument évident.
Diderot est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus ouvert. D'Alembert est assez sceptique. Alors, parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, Rameau va rentrer dans la bataille et il va y rentrer un peu avec ses gros sabots, il faut l'admettre. Et Rousseau est quand même plus malin, donc voilà. Et en particulier, Rameau, pour essayer de développer son esthétique, c'est-à-dire l'idée que ce qui se passe dans la musique est susceptible d'intéresser tout le monde, Rameau va brandir le mot qu'il aurait mieux fait de ne pas brandir, qui est le mot démonstration. Alors ça, c'est justement l'écrit de 1750. Rameau va dire, mais moi, ma théorie, elle est formidable parce que je démontre les choses. Et en plus, donc, ma méthode démonstrative, les mathématiciens pourraient s'en servir. Alors, évidemment, là, d'Alembert, mathématicien rigoureux, très grand mathématicien, tombe des nues, il dit, attendez, c'est pas possible, vous démontrez pas, ça n'a pas de sens. Et là, il est vrai que Rameau, d'une façon, a pris un mauvais cheval de bataille pour défendre, si je puis dire, sa cause. Enfin bon, voilà un peu, si vous voulez, le contexte de l'époque. Ça correspond quand même, je vous dis, au fait que Rameau n'a pas eu, à cette époque-là, en face à lui, un philosophe de l'envergure de Descartes. Ça, c'est vrai, je ne sais pas ce qui serait passé. Peut-être ça aurait aussi produit des étincelles, mais ce à qui il avait affaire, ce n'était pas exactement cette figure-là. Et alors, en plus, avec Rousseau, il y avait des enjeux absolument internes à la musique, parce que Rousseau était un tenant de la mélodie, ça c'est sûr. Donc, d'une autre conception de la musique qui part de la mélodie et non pas du phénomène harmonique. Et là, il est quand même vrai... Alors, ça, je donne ma position. Encore une fois, j'ai une très grande admiration pour Rousseau, pour tous ses écrits politiques sur l'égalité, etc. Mais je crois que le phénomène musical, quand même, a beaucoup plus à voir directement né dans son autonomie avec le phénomène harmonique, avec le phénomène mélodique. Pour des raisons assez simples à avoir, c'est que finalement, le phénomène mélodique, il est lui-même extrêmement partagé, il n'est pas absolument propre à la musique. Par exemple, ma voix en train de vous parler à une mélodie. J'ai fait ça à l'IRCAM, j'ai même fait une composition là-dessus. Vous prenez une voix, vous en extrayez la mélodie et vous avez une mélodie. Donc en fait, implicitement, dans ce que je vous dis, il y a une mélodie musicale. Donc c'est pas le propre, alors que le propre de l'harmonie, c'est quand même lorsque vous avez deux hauteurs qui entrent en rapport simultanément. Bon. Donc il y avait aussi des enjeux musicaux derrière ça, mais en vérité qui, si on y regarde bien, portent sur les enjeux du rapport entre la musique et les autres pensées. C'est-à-dire que Rameau était porteur de l'idée que la musique était une forme de pensée autonome, que le musicien était capable de la penser par lui-même, de la réfléchir par lui-même, donc d'être pensif, alors que pour Rousseau, finalement, la musique n'était pas vraiment dans une figure d'autonomie par rapport aux autres figures discursives, et que pour ce qui était des musiciens, il valait mieux simplement les laisser jouer du biniou, mais pas trop les faire parler. Bon, et voilà, moi je vous parle. Je suis du côté de Rameau. Donc. Oui, parce qu'il semble vraiment qu'il y a eu un malentendu entre ces deux positions. Donc, parce que si je vous comprends bien, vous considérez que les encyclopédistes considéraient Rameau un peu comme illégitime pour parler de musique. Mais il y a quand même eu des phrases très dures et qui ont été prononcées contre lui. Par exemple, on dit que d'Alembert, par exemple, disait que Rameau finit par vouloir trouver dans les proportions musicales toute la géométrie, dans les modes majeurs et mineurs, les deux sexes des animaux, enfin la trinité dans la triple résonance du corps sonore. Bon, c'est quand même extrêmement assez violent comme attaque. Oui, mais ça c'est vrai. Là, d'Alembert a raison. Hein. D'Alembert a toujours été là-dessus, à mon avis, parfaitement correct. Non, c'est vrai que Rameau, parce que là, là je vous parle de 1750, mais après Rameau a fait libellé sur libellé, et puis alors il a accusé de plus en plus ses thèses, et il est arrivé à faire un peu n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, son principe de résonance naturelle des corps sonores, c'était la clé universelle, le couteau suisse, qui vous permettait de résoudre tous les problèmes. Donc, je vous dis, c'est dans ce cadre-là aussi qu'il reproche à Newton de ne pas l'avoir utilisé. Donc, après, il est parti d'une façon un peu dans un délire, en un certain sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le noyau rationnel du délire. Parce que sinon, dire que Jean-Baptiste Rameau serait mis à délirer, peu importe. Non, il y a une question derrière ça. Et je vous dis, le point de départ, c'est lorsque Rameau, pour essayer de convaincre des non-musiciens de l'intérêt de la musique,
a dû en venir à l'idée que la musique était porteur d'une conception de la démonstration. Or, il est vrai que, si vous voulez, la démonstration est quelque chose de spécifiquement mathématique. Hein. Je vous rappelle que la naissance des mathématiques, on peut très précisément la dater du VIe siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs, lorsque se fait et produite la première démonstration apagogique, c'est-à-dire par l'absurde. Les mathématiques, ce n'est pas simplement un calcul, c'est une procédure démonstrative, c'est-à-dire lorsque vous enchaînez votre raison à une procédure de démonstration. Et le premier raisonnement se fait dans le Parménide, dans le poème de Parménide, pour distinguer l'être du non-être, la genèse du non-être et de l'être. Et c'est à partir de ce moment-là que naissent vraiment les mathématiques. Les mathématiques babyloniennes, égyptiennes, etc., étaient des calculs, mais n'étaient pas vraiment des mathématiques. Donc il y a quelque chose de spécifique à la démonstration mathématique. On peut dire, si vous voulez, que si toute science est expérimentale, à son protocole d'expérimentation, le propre de la mathématique, c'est que sa manière d'expérimenter, c'est de démontrer. Mais vous ne l'avez pas en physique. En physique, il n'y a pas de démonstration physique. En acoustique non plus. Alors dire qu'il y avait des démonstrations en musique, évidemment, c'était assez malvenu. Donc il s'est fait taper sur les doigts, au début gentiment par d'Alembert, et puis plus il se faisait taper sur les doigts, plus Jean-Baptiste en rajoutait une couche. Donc à la fin, effectivement... bon. Mais, et puis alors Rousseau, évidemment, s'en est emparé. Diderot lui a proposé pendant un certain temps, justement, la voie critique. C'est tout le débat sur la querelle des bouffons. Mais c'est vrai qu'il s'est enferré, Rameau. Bon, ça... mais encore une fois, il y a des enjeux de pensée autour de ça. Et les encyclopédistes reconnaissaient la théorie de la musique de Rameau. Ça, elle n'était absolument pas... Mais elle était cantonnée, on va dire, comme une théorie locale de la musique, mais qui n'avait pas de signification ou de portée en dehors de ça. Enfin. En tout cas, pas de prééminence. Ils accusaient un peu Rameau de vouloir imposer la musique comme étant prééminente par rapport à... Oui, alors il y avait, si vous voulez, alors il y a tout un autre problème, c'est que la musique connaît un tournant en 1750. Alors évidemment, il y a des strates. Le grand tournant de la musique, c'est 1750. 1750, c'est la mort de Bach. En gros, c'est la mort, c'est fini, le contrepoint, la polyphonie, etc. Et après va naître, alors il y a d'abord l'épisode de Sturm und Drang, qui est la préfiguration du romantisme, puis après le style classique, le bithématisme, donc le monothématisme est fini. Et après, on va rentrer dans quelque chose qui, effectivement, est plus dans la dynamique. Il est vrai de Rousseau, qui, de ce point de vue-là, a plus de flair, qui est la mélodie harmonisée. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et le bithématisme. Donc... 1750 est un tournant et il est vrai que la Rameau est porteur, on va dire, de la musique d'avant. Il n'est pas porteur de la musique qui va arriver après, qui encore une fois va être soit l'époque classique, on va dire celle qu'on appelle classique, c'est-à-dire Haydn, Mozart, Beethoven, et puis après la musique romantique. Donc là, il est esthétiquement cramponné à des valeurs musicales qui sont en péril, ça c'est vrai, alors que Rousseau... sans plus l'évolution des choses. Donc là, Rameau a aussi perdu, on va dire, esthétiquement de ce côté-là. Très bien, je vois que l'heure tourne et si on veut se laisser un petit peu de temps pour échanger avec la salle, je vous propose, François Nicolas, de conclure et justement de revenir à cette formule que vous semblez trouver inappropriée de Rameau, le Newton de la musique. Alors, en quoi cette formule vous semble vraiment inappropriée concernant Rameau ? Inappropriée, pardonnez-moi, c'est-à-dire peut-être pas saisir exactement la singularité de Rameau. Le Newton, il faudrait demander quel est exactement le sens de la formule. Mais moi, je l'ai entendu, en tous les cas, la manière dont je l'ai entendu. Newton, c'est quand même essentiellement un physicien. Donc, ça voudrait dire que il aurait été, d'une façon, le fondateur... acoustique de la musique, ou je sais pas. Enfin bon. Or, je vous dis, même si Rameau prend appui sur le phénomène acoustique de résonance sonore, ce qui est quand même très important, c'est que pour lui, il va développer ça dans une autonomie musicale. Donc, encore une fois, si on voulait transposer le Newton de la musique, moi j'aurais dit Sauveur ou Helmholtz après, mais pas Rameau, parce que Rameau est trop musicien d'une façon. Ou alors, si c'est pour dire le fondateur de la musique, mais il n'est pas non plus exactement le fondateur de la musique,
à beaucoup de titres, on pourrait dire que son contemporain Bach est beaucoup plus fondateur de quelque chose, en tous les cas en matière d'harmonie tonale, de fusion entre harmonie et contrepoint. Il faut bien voir que, si vous voulez, c'est vrai que Rameau est peu en prise sur le contrepoint, donc sur la polyphonie. Ça, c'est vrai. C'est donc la dimension horizontale chez Rameau, elle reste quand même étroitement dépendante des fonctions harmoniques. Donc on ne peut pas dire sous cet angle-là qu'il ait une position fondatrice de la musique, au sens où on le dit de Bach comme finalement une espèce de singularité qui rend chez Bach absolument indiscernable le vertical et l'horizontal. Vous voyez ? Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très très à l'aise avec Newton, ou alors on renvoie aux composantes mathématiques de Newton, mais encore une fois, Rameau n'avait pas de rapport vivant aux mathématiques de son temps. Si c'est Newton en tant que justement sachant articuler mathématiques et physique, ben là on n'est pas exactement, on ne peut pas le transposer exactement dans le cas de Rameau, puisqu'encore une fois, ce n'était pas la question de Rameau. Voilà, donc je reste un peu sceptique sur cette proposition.